Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour ma chronique d'actualité MMA québécois. Habituellement, ce que je fais, c'est que je prends toutes les nouvelles qui ont été annoncées tout au courant de la semaine dans le monde des arts martiaux mixtes au Québec puis je fais une vidéo pour qu'on en jase un peu plus ensemble. Aujourd'hui, cependant, j'ai quelque chose de spécial pour vous, c'est ma revue officielle du TKO Fight Night 1 qui a eu lieu jeudi dernier, le 2 août 2018 à Atoll de Montréal. Une carte absolument exceptionnelle, on va avoir la chance d'en revenir, mais... je vous offre mon recap aujourd'hui, je vous offre mon opinion sur le déroulement et puis comment ça s'est passé les performances de chacun des combattants sur cette carte-là. J'ai aussi profité de la situation pour amener mon accessoire favori. Les gens qui m'écoutent depuis plus longtemps savent de quoi je parle. Pour ceux qui le savent pas, bien ce que j'ai sur la tête en ce moment, c'est pas juste un chapeau mauve un peu laid, c'est mon chapeau de matchmaker. Puis ça, je le mets quand j'ai besoin de faire du matchmaking et c'est ce que je vais faire aujourd'hui en plus de vous offrir mon recap sur tous les combats. Ben, je vais y aller de ce qui selon moi serait le prochain combat ou les prochains combats parce qu'il y a quelques gars que j'ai un ou là, mais les options les plus probables pour les prochains combats de tous les combattants de cette carte-là. Donc, on commence à l'instant parce que ça peut s'éterniser comme vidéo. La carte est exceptionnelle puis j'ai plein de choses à dire. On commence avec le combat principal. Alex Morgan contre TJ Laramie. De 1, à la base, de voir la tour remplie, tout le monde derrière Alex Morgan. Il y avait une grosse ambiance, puis je ne sais pas, autant je n'étais pas convaincu de l'issue de ce combat-là, même si j'avais été d'une prédiction avec Alex Morgan, j'étais vraiment pas convaincu qu'il allait réussir à gagner ce combat-là. C'est un combat que je me disais, on va vraiment savoir comment ça va se passer quand qu'on va les voir dans la cage, parce que je trouvais que Laramie avait fait beaucoup de choses pour adapter son style. Il est un combattant maintenant un peu plus patient que dans son premier combat, un peu moins typique de se foutre la tête première dans une grosse main droite, mais bref. Quand le combat est arrivé, les deux gars ont fait leur walkout. On sentait l'atmosphère dans la place. Tout le monde qui criait Morgan, Morgan. Puis c'était de plus en plus clair pour moi que le momentum est en faveur d'Alex Morgan. Même avant que le combat commence, je pense que la foule a joué pour beaucoup. Bon, on parle souvent de ça au hockey, la foule au Centre Bell. Mais je pense que dans ce combat-là, le fait qu'il y avait tellement d'énergie derrière Alex Morgan que ça a dû être vraiment difficile de pas être propulsé par la foule si tu es Alex Morgan. C'est exactement ça qui est arrivé. Écoute, TJ Laramie a tenté d'être quand même patient, mais d'échanger debout avec Alex Morgan. Il semblait vouloir set up un takedown, mais pas de façon flagrante. T'sais, contre Charles Jourdain, oui, son game plan a marché, mais son game plan était assez flagrant, c'était d'amener le combat au sol coûte que coûte, puis on pensait pas mal que c'est ça qu'elle a essayé de répliquer contre Morgan. Moi je m'attendais à une approche un peu plus patiente de sa part, puis c'est ça qu'on a eu. Malheureusement pour lui, Morgan était prêt à ça, puis il était dans son rythme dès le début du combat, il a réussi à toucher avec de bons coups dès le début du combat, et le premier ramené au sol de TJ Laramie a été défendu au moment où il avait déjà mangé quelques bons coups de poing. Donc il l'a pas... D'après moi, il voulait prendre ça tranquille, bien set-up son takedown. Puis après avoir mangé 2-3 excellents punches, il a dit « Ouais, là, faudrait que je takedown ça. » Il a fait ça avec un peu moins de setup. Morgan l'a facilement défendu. Puis c'est à partir de là qu'on a vu le momentum changer du tout au tout. Dès que le combat allait dans le clinch, Morgan avait des grosses clinch strikes, un coup de genou qui a commencé. La parade, il a reculé TJ Laramie dans la cage. Puis il avait partagé son finish sur sa page Facebook d'ailleurs. Fait que je pense qu'il y a probablement plusieurs d'entre vous qui ont vu la séquence avec le genou, il poursuit dans la cage, le finit dans la cage, avec des belles combinaisons, un high kick, puis après des mains droites, à peu près 5 à 6 mains droites de suite qui ont presque toutes passé. Donc performance absolument exceptionnelle pour Alex Morgan. Et pour TJ Laramie, c'est un dur revers, c'est sûr, c'est quelque chose qui va être difficile à prendre. Il se retrouve maintenant 0-2 contre le champion de la division dans laquelle il se bat. Je le sais que dans son cas, on réfléchissait à 135 livres d'une manière comme d'une autre. Est-ce que c'est maintenant le temps de juste aller à 135 livres ou s'il va essayer un autre combat à 145 livres? Parce que je le sais que TJ Laramie veut probablement se battre en Ontario. Et en Ontario, je crois que le TKO 45 est cédulé présentement pour le mois d'octobre. Donc, est-ce qu'il y a le temps de descendre à 135 livres en un peu moins de 2 mois pour aller chercher un peu plus de 2 mois, désolé, je voulais dire un peu plus de 2 mois, pour aller justement faire ce poids limite de 135 livres-là. Je le sais pas, ça va sûrement être difficile parce que ça va requérir un gros changement de vie pour TJ Laramie qui se pèse déjà avec la serviette à 145 livres. Donc, je le sais pas, dans son cas, pour les prochains combats, j'ai donné 2 options, une à 145, une à 135. Les deux sont pour le TKO 45 en octobre en Ontario, à London. Je pense que c'est pas mal sur cette carte-là qui s'enligne pour être. Donc, s'il demeure chez les 145 livres, j'aimerais voir Peter Pettis l'affronter. Il est un
bon calibre de combattant debout, qui a donné un bon duel à Alex Morgan à son dernier combat. Puis je pense que le fait que ça a été très serré Morgan contre Pettis, puis qu'on voit Morgan juste faire ça avec Laramie, ça lève un peu le profile de Peter Pettis, qui est toujours sous contrat avec la promotion si on check sur le site internet et tout. Donc, Pettis contre TJ Laramie, je pense que s'il demeure chez les 145 livres, ce qui est d'après moi l'option la plus probable, j'irai vers ce combat-là. Chez les 135 livres, il y a plusieurs options, dont David Sachs, mais moi c'est Kai Machado que j'aimerais le voir affronter s'il était pour descendre à cette catégorie de poids-là. C'est sûr, c'est un gros défi en partant. C'est un gars qui a une belle fiche, je pense qu'il est 11-5, mais TJ Laramie a prouvé avec ses victoires contre Nogueira, contre Charles Jourdain, pas auparavant, que tu sais, il était déjà un très haut niveau de compétition lui-même. Faut pas avoir peur de lui lancer ces gars avec ces bonnes fiches-là. C'est juste qu'Alex Morgan avait son numéro. Alex Morgan a été absolument exceptionnel cette soirée-là. Puis mérite amplement sa victoire. Tout le monde au Québec est très fier de lui réussir à ramener une ceinture au Québec. Puis ça nous fait du bien de voir quelques champions québécois. On avait juste Barrio, là au monde de 2 sur qui fall back. Puis Alex Morgan. Meilleure performance en carrière, plus belle affaire en carrière. J'aimerais ça parler de lui pour encore 20 minutes, mais mon vidéo s'éterniserait vraiment. Donc, chapeau Alex Morgan, je te lève mon chapeau de matchmaker. Puis, je veux que tu affrontes Charles Jourdain prochainement. Je le sais que c'est un combat qu'il veut depuis longtemps. Alex, anyway, ça a l'air d'être pas mal penned, là. Ben, tu sais, genre targeted, qu'ils disent en anglais, c'est le targeted for December 7 décembre prochain. TKO 46, le TKO de fin d'année, ça pourrait être main event absolument énorme. En plus, je le sais que Charles a envie d'aller en Thaïlande, se battre en Lettonie pis tout. Fait que même s'il va faire ça pis il arrive de quoi là-bas, ben il y a jusqu'en décembre pour se remettre pis être en forme pour ce combat-là. Donc, je brise un peu le punch du prochain combat sur qui je veux voir Charles Jourdain affronter, mais je pense que c'est pas mal le choix unanime de tous les partisans que d'essayer de faire Charles Jourdain contre Alex Morgan en décembre pour la ceinture, dans ce qui devrait sans aucun doute être le combat principal de la soirée. Maintenant, parlons-en de Charles Jourdain contre Kevin Généreux. Écoutez, ce combat absolument exceptionnel, combat dont on va se rappeler très longtemps. Ça a commencé debout, il n'y a personne qui a hésité. C'est Charles Jourdain qui est allé chercher le knockdown au premier round, a essayé un rear naked choke, ça n'a pas marché, s'est retrouvé en dessous. Puis à partir de ce moment-là, c'était pas fini pour Charles Jourdain qui lançait triangle après triangle après triangle. Et puis, au crédit de Kevin Généreux qui se faisait pas mal tout passer les triangles, ne jamais le laisser son bras se retrouver en dessous de sa gorge pour se faire choquer. Il a toujours réussi à bien travailler à cet effet-là, de rester debout sur ses pieds, appliquer de la pression vers le bas sur Charles, puis il a lancé du ground and pound. Mais quand on dit du ground and pound, c'est du ground and pound qui était très lourd, très précis, qui forçait Charles à... Tu sais, tu peux pas fermer ton triangle super tête quand il y a un d'autre qui est en train de te frapper très fort dans la face. Donc Charles essayait de son mieux de finir la soumission, mais n'avait pas le choix de garder des mains hautes pour défendre les punches, puis ça ne l'aidait pas justement à venir chercher en dessous de la jambe, chose qu'il a réussi à faire une fois, mais Kevin a réussi à résister à ça. Et puis, selon quelques personnes, il a même gagné ce premier round. Moi, pour ma part, je l'ai donné à Charles Jourdain parce qu'il a réussi le knockdown, et puis il a réussi la majorité des tentatives de soumission, mais j'en conviens qu'avec tout le ground and pound que Kevin Généreux a donné, on peut pas dire que c'est un round dominant pour Charles Jourdain. C'est un 19, puis un 19 très serré à part de ça. Donc au deuxième round, tu sais, même si j'avais donné le premier round à Charles, je ne savais pas ce qui allait arriver au deuxième round. J'étais le crime. Kevin s'est tellement bien défendu sur le top, ça a tellement été bon ce qu'il a fait. Puis au deuxième round, on échangeait encore un peu debout. Ça s'est dirigé au sol, puis Charles Jourdain avait juste du meilleur jiu-jitsu que Kevin Généreux, et puis a réussi à le montrer, a réussi à se retrouver dans son dos un moment donné, à lander du bon ground and pound. Il a vu que ça affectait pas full Kevin, fait que c'est juste levé, puis il a commencé à le kicker dans les côtes, des soccer kicks littéralement dans les côtes. À partir de là, il a réussi à prendre le dos, passer un super beau rear naked choke, un finish qui s'est aussi retrouvé sur le Facebook, donc vous l'avez peut-être vu aussi ce finish-là. C'était un combat absolument mémorable, probablement un des meilleurs combats qu'on a vu chez TKO. Peut-être encore un meilleur combat que Jesse Arnett contre Sébastien Ruiz à Québec. Donc, probablement le combat de l'année jusqu'à présent, au moment où on se parle, entre Charles Jourdain et Kevin Généreux. C'était absolument débile. Et puis, autant pour Charles qui gagne ce combat-là, que son profil se fait élever naturellement. Probablement next in line pour un title shot à 145 livres, comme on vient de discuter. Autant... je suis pas down sur Kevin Généreux, pour autant il a tellement donné une performance gothique contre un gars qu'on savait qu'il avait du meilleur jiu-jitsu que lui. Charles Jourdain est un gars qui entraîne son jiu-jitsu depuis très longtemps. Kevin Généreux aussi, mais on le savait que c'était pas le même niveau de jiu-jitsu entre ces deux gars-là. On sait que Kevin est vraiment plus un spécialiste du combat debout, du kickboxing, de la boxe. Puis oui, je dois te donner
crédit à Kevin Généreux. Je l'ai vu mettre le Guy à plusieurs reprises, mettre des photos sur Facebook en Guy, pratiquer son Jiu. Il savait que c'est quelque chose qui a amélioré dans sa game, puis ça s'est amélioré dans sa game parce que il a réussi à être compétitif avec Jourdain pendant un moment. Il a réussi à soumettre Jérémy Caponi. Donc, oui, ça s'améliore. Est-ce que ça s'est amélioré assez pour être au niveau de Charles, qui est un gars qui fait du jiu depuis pas mal longtemps? Non, puis je pense que ça a été ça la différence dans ce combat-là, mais pour autant, Kevin Généreux, moi, tu peux le mettre contre n'importe qui à 155 livres, puis il va avoir autant de chances qu'un autre de le battre. Pour ma part, le combat que j'aimerais le plus voir qu'il gagne ou qu'il perde contre Jérémy Caponi, ça serait Robert Serres. Je pense que c'est des gars qui sont pas mal au même niveau de leur carrière, dans la même position, et puis ça sera un excellent combat. Sinon, c'est sûr qu'il y a Derek Gauthier qui est encore sous contrat, ça pourrait peut-être donner un plus gros nom à Kevin, faire un plus high profile fight, mais je sais pas où Derek en est. Il avait pas full l'air motivé dans ses affaires après ces deux combats contre Jesse Ronson, puis c'est compréhensible, ces deux combats est assez difficile à survivre, je dirais, pour Derek. C'est quelque chose qui est pas le fun que d'aller là puis de se faire déclasser comme ça 2 fois par un gars qui, on s'entend, ne devrait même pas se battre chez TKO, selon moi. C'est un gars qui est de calibre UFC, parmi les meilleurs au monde. Donc, Derek est là. Si Derek veut continuer de se battre, Kevin Généreux, c'est un combat qui attirerait les foules. Ça serait un excellent combat. Sinon, moi, Robert Serres, c'est pas mal le combat que j'aimerais le plus voir entre affronter Kevin Généreux, en fait. Je pense que ça pourrait se faire pour le Fight Night en novembre. Ça pourrait être un bon comme co-main event, assumant que le main event va peut-être être un combat de championnat ou quelque chose comme ça. Bref. Ensuite, on tombe dans le combat de poids lourd entre Cyril Gane et Bobby Sullivan. Et tabarnouche, Cyril Gane a bien paru dans ce combat-là. Je dois dire qu'en début de combat, Bobby est incroyable. Bobby est absolument incroyable. A reçu un excellent body kick qui a bloqué partiellement avec ses mains, mais ça a fait beaucoup de bruit dans la salle. Ça a provoqué un ouh de la foule, et puis on dirait que ça a juste fâché Bobby, qui s'est littéralement mis à courir après Cyril Gane. Et puis Gane, je dois le dire, en début de combat, a beaucoup bougé, avait l'air d'avoir les yeux assez grands, devait se dire, tabarnouche, ça arrive vite, pis ça passe différemment avec ces petits gants-là qu'avec les gros gants. Mais Cyril Gane a quand même des super beaux mouvements dans la cage, des bons kicks, placé des bonnes mains qui ont pas semblé vraiment faire mal à Bobby, par exemple. Donc, ça encourageait juste Bobby à aller de l'avant. Puis de toute façon, on sait comment Bobby Sullivan est excessivement tough, puis probablement pas le gars que tu vas finir facilement avec tes points. On a vu Cyril donc profiter de cette agressivité-là de Bobby pour y aller d'un très beau takedown. S'est retrouvé en position dominante sur le côté où il a landé des gros hammerfists. L'arbitre a regardé pour arrêter le combat à ce moment-là. Bobby a bougé, est revenu en tortue, et puis c'est là que Cyril Gane l'a pris dans un étranglement, une guillotine, mais une guillotine à la Big Ben Rothwell ou à la Josh Barnett, là, le 10-finger guillotine, où que t'as juste si dans la gorge là, puis que tu pousses avec ta bédaine sur le derrière de sa tête là, puis c'est ça, genre de 10-finger guillotine comme on voit Ben Rothwell justement passer dans l'UFC. C'est ça qui a eu raison de Bobby Sullivan par étranglement au premier round. Je sais pas c'est quoi le temps, je l'ai pris en note ici. 1:42, donc 1 minute 42 du premier round pour Cyril Gane, qui a eu l'air d'un animal, un autre niveau d'athlète complètement. Mais je dois dire qu'il a profité de l'effet de surprise parce que personne ne s'attendait à ce que ce gars-là soit capable de lutter. Personne ne s'attendait à ce que ce gars-là ait le semblant de ground skills. On se disait, ouais, c'est un bon striker qui n'a jamais fait un 5 minutes en MMA. Il n'a toujours pas fait un 5 minutes en MMA d'ailleurs. Ça va être le point intéressant contre Adam Dalchika selon moi. Mais il n'y a aucun doute que ce gars-là est quelque chose d'assez spécial de façon, tu sais, purement athlétique et tout. Ce gars-là est gigantesque. Je m'attendais pas à le voir gros comme ça à la base au début. Et quand je l'ai vu à la pesée, puis, tu sais, c'est un bon défi pour Adam Dalchika, on doit le dire. C'est le combat qui a été confirmé sur place. Adam, j'ai eu la chance d'y parler depuis que je l'ai croisé au gym à Saint-Jean samedi justement. Puis il me parlait de Cyril Gane, ça a l'air d'être ça qui est ça. Ça a l'air d'être ça qui est ça. Le combat est pas signé encore, mais t'sais, le combat est officialisé. Adam attend Cyril, Cyril attend Adam. Et puis ça va être un gros choc poids lourd, ça. Parce que Cyril Gane n'aurait pas pu avoir une meilleure première performance. Et puis n'aurait pas pu... T'sais, ça a été dominant du début à la fin contre Bobby Sullivan, son histoire. Et puis il y a eu l'air d'un complet monstre contre un gars
que Adam a eu de la difficulté contre. On se le cachera pas, un gars qui a livré tout un combat à Adam. On le sait qu'Adam, c'est un gars de debout. C'est pas le gars qui va shooter dans les jambes des gars pour essayer de finir ça au sol. Cyril a profité de l'effet de surprise à ce niveau-là, mais là, Adam le sait que le gars est capable de lutter, puis Adam le sait que s'il fait mal debout, le gars va probablement essayer de l'amener au sol. Donc, il y a moins d'effet de surprise, et puis... Adam Daichka, doit-on le dire, s'est beaucoup amélioré aussi depuis son combat contre Bobby Sullivan. Je pense qu'il était 3-0 ou 4-0 à ce moment-là. Il est maintenant 7-0-0-1, mais en théorie 8-0. Donc, c'est un combat exceptionnel. C'est un énorme step-up pour Cyril Gane. Autant que c'est un très gros défi pour Adam Daichka. Donc, 21 septembre prochain, on ne doit pas manquer ce combat-là pour le championnat des poids lourds. Et puis... Monsieur Patrice dira ce qu'il veut par rapport à ça. Ben, c'est là le vrai title fight. On n'a pas le choix. Je le sais qu'Adam n'a pas toujours fait les affaires comme ici, les affaires devaient se faire, mais il n'y a aucun doute qu'Adam est le champion, le meilleur combattant poids lourd chez TKO, le meilleur combattant poids lourd au Canada, actif au Canada parce qu'il y a Tanner Boser, mais Tanner Boser se bat en Russie actuellement, donc le meilleur combattant au Canada c'est Adam Daichka. Si Cyril Gane veut être le top dog, il faut qu'il batte le top dog. Il n'y a pas la chance de l'affronter encore, mais c'est le 21 septembre que ça va arriver, puis on ne voudra pas manquer ce combat-là. Dans le cas de Bobby Sullivan, il a été pris par surprise, et clairement j'ai eu la chance d'échanger avec lui. Il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ce qu'il soit en mesure de faire ça. Puis comme Bobby me l'a dit, tu sais, un combat heavyweight, every time you fight, you roll the dice. C'est un roulé des dés, tout peut arriver. Ça n'a pas été de sa façon qu'il voulait que ça aille pour cette fois-là, mais Bobby reste un combattant très tough, probablement un des meilleurs combattants MMA avec une fiche négative en ce moment, avec une victoire et 2 défaites, mais il va avoir la chance de se reprendre. On va parler de Bakary plus tard, mais si Bakary est correct, si Bakary veut se battre, ben je pense que c'est le combat à refaire. C'était le combat qui était parfait pour les deux dans ce moment-là de leur carrière. Et puis Bakary il a montré de belles choses dans la cage. On va en revenir sur Bakary, mais si Bakary est correct puis si c'est ça qu'il veut, ben j'aimerais voir Bakary contre Bloody Bobby en Ontario en octobre prochain. C'est là que Bobby m'a dit qu'il aimerait se rebattre, et puis il y a eu une course suspension médicale et tout. Je pense qu'il serait éligible pour cette date-là. Donc en octobre, Bloody Bobby contre Bakary, avec un astérix bien sûr, parce qu'on va reparler de Bakary, vous allez voir. Si vous ne savez pas ce qui est arrivé, vous allez comprendre. Ensuite, James Mancini contre Malcolm Gordon. Ça, si Jourdain contre Généreux n'avait pas existé, ça aurait de loin été le combat de la soirée. Écoutez, James Mancini avec une approche absolument furieuse, puis ça marchait, sa lutte, mais on voyait qu'autant que ça marchait, autant que ça dérangeait pas Malcolm Gordon. Malcolm Gordon savait que c'est ça qui allait arriver, puis il y avait littéralement game plan de se faire lutter, de se retrouver en dessous, puis d'avoir la garde la plus agressive de l'histoire de l'humanité. Puis c'est exactement ça qu'il y avait. J'ai été très impressionné par James Mancini, par exemple, sa façon dont il s'est sorti de plusieurs soumissions, parce que toutes ses défaites auparavant étaient venues par voie de soumission, celle-là est venue par voie de soumission aussi, mais contre une brown belt du niveau d'agressivité puis du niveau de talent en jiu-jitsu brésilien de Malcolm Gordon, qui est littéralement un de mes combattants préférés depuis ce combat-là. Moi, quand je vois du jiu de même, c'est sûr que je vire fangirl, bien que il y a un côté de moi qui est déçu pour James, qui est un gars que j'adore, qui méritait absolument de gagner ce titre-là, puis j'aurais été content de voir un Québécois de plus ramener cette belt-là, mais écoutez, je peux pas être déçu de voir du beau jiu-jitsu de même dans une cage. James continue à lutter comme un chef, comme seul James sait lutter. Puis il a bien défendu les soumissions jusqu'au moment où il y en a une qui a bien passé. Puis le armbar était pas beau de mon angle pour vraiment mener. J'avais peur pour James. Je commençais à le trouver peut-être un peu trop tough pour son propre bien. J'ai quasiment été soulagé quand il a tapé parce que l'armbar était ultra tight. Puis là, t'as fait longtemps cet armbar-là. Puis écoutez, excellent combat absolument fou. Les deux ont poussé une pèse de malade. James était le lutteur qu'on sait que James est. Puis Malcolm Gordon n'a jamais arrêté de lancer des soumissions. La pèse a été absolument furieuse pour le temps que ça a duré. Ça a été un combat exceptionnel, un des meilleurs combats de l'année. Et puis un combat duquel Malcolm Gordon s'établit comme étant un des top prospects au monde, mais que James Mancini doit sortir en apprenant des choses, oui, mais en n'étant pas autant déçu qu'il doit l'être en ce moment, parce que sa performance était très belle. Et puis encore une fois, il y a une fiche de 5-4, mais il n'a pas vraiment perdu longtemps à MMA dans sa vie. Il a toujours été en contrôle de ses combats. Et puis je pense
que de se sortir de toutes ces tentatives de soumission-là contre Malcolm Gordon, ben c'est déjà une victoire en soi. Il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que ce combat-là se finisse par soumission pour Gordon. C'est ça qui est arrivé au final. Mais de voir James bien défendre des soumissions puis d'être conscient des attaques qui approchent vers lui, ben c'est quelque chose d'absolument positif dans son cas. Puis tu sais, c'est pas souvent qu'il va affronter des gars de June même à TKO. Je pense que ça arrivera juste pas, en fait. Donc, on peut pas être down sur la performance de James Mancini, était sublime, c'est-à-dire, et puis Malcolm Gordon, lui, continue d'être un des meilleurs qui se fait. Donc, dans le cas de Malcolm Gordon, moi, c'est deux options. C'est soit que tu l'envoies. Moi, si l'UFC l'appelle, en théorie, ce gars-là, il a gagné le titre, il l'a défendu une fois. Si l'UFC appelle, M. Patrick doit le laisser aller. C'est un peu ça le deal qu'il avait fait avec Arnett, avec Marc-André Barrios. Donc, si l'UFC appelle Gordon, s'ils en ont besoin sur l'UFC Moncton, sur l'UFC Toronto, sur l'UFC n'importe où, ben, let him go, le gars est prêt, le gars est incroyable. Pis si c'est pas ça, ben il y a juste un combat que je veux voir. C'est contre Yoni Sharbatov, ça se doit d'arriver. Ça serait un des combats principaux, d'après moi, le co-main event. Si tu fais ça en Ontario, là, à London, Malcolm Gordon contre Yoni Sharbatov. Si c'est pas ton main event, c'est ton co-main event, on s'entend. Donc, ça sera un combat absolument génial. Je sais qu'ils veulent mettre Bronson comme main event en Ontario, donc ça serait probablement le co-main event de cette soirée-là, mais c'est un combat absolument incroyable, un combat qu'on veut voir, puis un combat qu'on va peut-être voir un jour dans l'UFC, mais si on a la chance de le voir là, maintenant, sur le territoire canadien, où est-ce qu'on va pouvoir être là en vrai pour le voir, ben écoutez, c'est sûr qu'on va le faire. Donc, ensuite... pour James Mancini, lui, j'ai deux options. Une que j'aime plus que l'autre, bien que je ne sais pas il y en est où avec sa réhabilitation. Ça serait Tony Laramie contre James Mancini. C'est le combat que j'aimerais le plus voir. Sinon, ben donnez-lui Jordan Graham. Je pense qu'il n'y a pas tant de flyweight que ça dans l'organisation TKO. Puis t'as pas le choix d'envoyer un de tes top gars dans la division contre James Mancini. Tu peux pas lui donner un débutant à dire, ah oui, on va donner un petit step down à Jeff, lui donner un gars qui est pas compétitif, qui va se faire out-wrestle puis lancer sur sa tête pendant 15 minutes. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on veut, c'est pas quelque chose que James veut non plus. James veut toujours affronter les meilleurs combattants disponibles. Donc, Tony Laramie, s'il n'est pas prêt, donnez-lui Jordan Graham. Ensuite, Michael Dufort contre Federico Moncayo. Aïe, écoutez, si vous voyez la carte live à la TV, vous voyez un dude avec une chemise rose debout de sa chaise à crier partout, ben c'était moi, j'étais le journaliste le moins impartial de l'humanité à ce moment-là. Mais écoutez, Michael Dufort est le premier combattant professionnel qui est devenu un de mes amis, un gars de ma ville à Saint-Jean, un gars avec qui je me suis entraîné pendant longtemps, et puis probablement la seule personne qui me fait délirer de même pendant un combat, la seule personne en mesure de me faire délirer de même pendant un combat. Donc, écoutez, je m'en voudrais pas, je peux pas être moi-même, et puis je peux pas dire que je suis pas excessivement content, mais excessivement impressionné de la performance de Michael. Je commence à me dire de plus en plus que oui, ce gars-là, c'est mon ami, mais c'est probablement un des meilleurs prospects au monde. Depuis longtemps, je me doute que ce gars-là est très spécial. J'ai roulé avec, je vous le dis, je le dis à toutes les fois. Ce gars-là est incroyable au sol, puis il nous l'a prouvé plus que jamais au moment où il s'est retrouvé en side control en dessous avec Moncayo par-dessus lui. Et puis, l'œil moins averti peut se dire que ouais, c'est peut-être pas le moment du combat où il s'est passé le plus de choses, mais justement, quand t'as une black belt en jiu-jitsu brésilien qui a roulé contre des top mondiales en compétition de jiu, et puis qui est en train d'être sur le top de Michael Dufort, puis qui ose même pas bouger parce que Dufort réagit trop bien puis bouge trop bien en dessous, ben c'est là que tu le vois, le niveau de jiu de Michael Dufort, parce que quand t'es dans une position side control dominante comme ça, pis t'oses même pas bouger, ben c'est parce que, tu le sais que tu vas probablement te faire maltraiter si tu bouges, et puis comme de fait, dès qu'il a essayé de se déplacer un peu, changer sa position un peu, c'est fait faire un sweep par Michael Dufort. En plus de ça, Michael Dufort qui passe le premier round est super frais, super dispo au deuxième round. C'est pas quelque chose dont je me doutais, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à voir, surtout dans l'éventualité d'un combat contre Jesse Ronson. Mais c'est une performance incroyable de Dufort aussi debout, et ça a été incroyable. J'ai rarement vu Michael Dufort avoir l'avantage debout sur quelqu'un en MMA. C'est un très bon signe de voir que son striking s'améliore à cet effet-là, et puis les coups qui ont créé la fin du combat sont arrivés debout selon moi. Dufort a fait mal à Moncayo contre la cage, j'étais tout près de moi, j'entendais les coups rentrer, pour la première fois j'ai entendu Dufort lander du power sur quelqu'un debout, et puis ça a provoqué Moncayo qui essaie d'amener le combat au sol, s'est fait virer, puis au moment
près, où Michael Dufort a pris le top, ben il a commencé à ground and pound jusqu'à temps que l'arbitre l'enlève de celui, parce que oui, il y a eu des tentatives de guillotine, c'est-à-dire des deux côtés. Michael Dufort, tu le vois rarement rater une guillotine du premier coup. Quand il l'a raté, ben il s'est rendu compte que c'est pas un gars qui allait soumettre facilement. Fait que quand il a eu la chance, ben il a récolté son TKO, son premier en carrière, chose qu'il me parle depuis longtemps. Je le savais qu'il avait hâte de finir quelqu'un avec ses points. Oui, c'est un gars de soumission, c'est un gars qui s'il donne son dos va le faire, mais oui, c'est un gars qui a envie de montrer qu'il est pas juste un submission fighter, qu'il a du ground and pound, qu'il a du combat debout, et puis ça a été un showcase absolument exceptionnel pour Michael Dufort dans ce combat-là. Ça a été confirmé, le 21 septembre, il va affronter Jesse Ronson pour le titre des 170 livres. C'est un combat absolument incroyable. C'est de loin le plus dur combat de sa carrière. Écoute, si Michael arrive là et bat Jesse Ronson, il va être encore un plus gros prospect qu'il l'est déjà. Mais comme j'ai eu la chance de parler avec lui, puis il m'a dit win or lose, c'est une situation gagnante pour lui contre Jesse Ronson, parce que si tu perds contre Jesse Ronson, mais tu rends ça compétitif, puis tu passes proche de le finir, puis tu sais, Jérémy Caponi, son profile a augmenté selon moi dans sa défaite contre Jesse Ronson, parce que oui, le premier round a été vraiment difficile pour Jesse Ronson qui semblait être en mode lecture, mais Caponi, il est allé fort dès le début du combat, puis il a dit ouais, je sais que tu veux me lire, mais au moins je vais te faire payer pendant le temps que tu veux me lire. Puis Capo s'est bien battu dans le premier round, a rendu ça très compétitif, puis depuis ce temps-là, je pense que son profile a un peu augmenté malgré la défaite. Michael pense que c'est le même genre de choses qui peut y arriver. Donc Ronson Dufort, un autre combat qui a été officialisé pour le 21 septembre prochain, puis un combat que les gens vont vouloir voir absolument. Dans le cas de Federico Moncayo, j'ai adoré ce que j'ai vu. Écoutez, justement, le fait, tu sais, il y a tellement des gars que quand ça prend le side control sur le top, ben là, ça c'est plein d'affaires, puis contre Michael Dufort, tu peux pas faire ça. Faut que tu sois patient, faut que tu sentes que le gars en dessous de toi, il est très fort, puis il a montré vraiment, tu sais, l'habilité d'un black belt au sol. Dans tous les échanges au sol, même quand Michael a eu le dessus, jamais Moncayo a commis de grosses erreurs, jamais il a fait de mauvais moves, qui s'est retrouvé dans des positions où il allait se faire finir. Même quand Michael l'a pris en guillotine, il a réussi à défendre la guillotine, même si elle semblait quand même un peu tête à un moment. Donc, Moncayo du gros jiu-jitsu, moi j'adore ça, vous le savez, c'est mon point faible. J'ai hâte de le revoir, puis j'aimerais le voir contre Davis Dos Santos. Je pense que ça pourrait être un bon combat, un combat de sol où on pourrait voir l'étendue du jiu à Davis, où on pourrait voir le jiu-jitsu à Moncayo et tout. Donc, peut-être en novembre, ça, au Fight Night en novembre, sinon en Ontario. Bien, c'est pas un combat qui a beaucoup d'attrait en Ontario parce qu'aucun des deux vient de là. Mais bref, c'est un combat qui pourrait être très intéressant sur une carte future dans TKO. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Avant ça, nous avons Joe Valley contre Mariusz Saskiewicz. Excellent combat. Joe Valley, quel premier round absolument exceptionnel. Deuxième round un peu plus serré. Malheureusement, une petite baisse de régime dans le cas de Joe. Ce qui est triste parce que c'est un combat qui, selon moi, il aurait pu gagner. Puis, j'ai parlé avec lui après. Il est fier de sa performance. Donc, si Joe est fier de sa performance, je pense qu'on n'a tout pas le choix d'être fier de lui aussi là-dedans parce qu'il s'est très bien battu. Dans le premier round, j'ai rarement vu Joe Valley outstriker quelqu'un comme ça. C'était très beau. C'est sûr que Mariusz, dès qu'il a compris comment réussir à couper la distance puis amener le combat contre la cage, c'est là qu'il a vraiment réussi à utiliser sa grosse shape pour wear on Joe Valley, lui le rendre le combat difficile, causer une baisse d'énergie chez Joe. Et puis quand que Joe a un peu baissé d'énergie au troisième round, ben c'est là qu'il a mangé un bon coup, ça a amené le combat au sol. Et puis Mariusz, qui est maintenant black belt au sol à ce qu'on m'a dit, est un excellent combattant, un finisher au sol comme ça en fait rarement, autant avec ses coudes qu'avec ses backtape et ses soumissions. Puis c'est ça qu'il réussit à faire passer un très beau rear naked choke à Joe Valley dans ce qui aurait pu être une défaite crève-cœur dans son cas, mais étant donné la façon que j'ai vu Joe super bien prendre sa défaite puis être juste fier des améliorations qu'il a montrées dans la cage, ben écoutez, on peut juste être fier de Joe et tout. C'est vrai qu'il a démontré de très belles améliorations, il a démontré de très belles choses, et puis il a encore démontré qu'il est un des meilleurs combattants dans cette division-là, un gars qui est capable de rivaliser avec le top, que ce soit un Strania, que ce soit un Barrio, que ce soit un Mariusz Saskiewicz. Et puis je pense qu'on peut pas vraiment dropper vraiment Joe dans les rankings tag ça. Tu sais, t'as pas le choix de mettre Mariusz devant lui, mais tu peux pas dire ah oui, je pense qu'un tel, puis je pense qu'un tel. Joe, si tu veux être en avant de lui dans les rankings, il faut que tu le battes. Puis je pense qu'on devrait le mettre contre des tops encore. Et puis Brandon Kornberger pourrait être un bon prochain combat dans le cas de Joe Valley. Ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Sinon, combat qui est peut-être un petit peu une fantasy pour moi, j'ai vu qu'il est encore sous contrat sous la page internet de TKO, puis
s'il était capable de le faire revenir ici, peut-être même pour un catchweight fight, ça serait le fun. Je parle de Michael Falcao contre Joe Valley. Michael qui est un excellent striker, un slugger, un gars qui lance des gros power punch comme on a vu contre Strania. Et je pense que ça pourrait être très le fun de voir la range game de Joe Valley qui est en constante évolution affronter un power puncher. Puis ça pourrait être justement un combat que si Joe gagne, un bon setup pour peut-être réaffronter Strania qui est lui-même un gars qui peut te faire très mal avec ses mains, qui va se battre de façon très agressive. Donc, soit Kornberger, soit Falcao, dans le cas de Joe Valley. Pour ce qui est de Mariusz Ksaskevich, ben, tu sais, moi je l'avais dit avant le combat, le gagnant de ce combat-là, je voulais le voir contre Strania Gavrilovic. Donc, faites de ça un gros combat à Québec, un des headliners, Mariusz Ksaskevich contre Strania Gavrilovic. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir Strania back, là, c'est ça qu'on veut principalement, mais contre Mariusz, on n'a pas le choix de mettre Strania. T'sais, après les 2 combats serrés qu'il a donné contre Joe Valley, d'après moi, il est à un combat, une victoire d'un title shot, et puis s'il réussit à battre Mariusz de façon convaincante, il n'y a aucun doute que soit quand Joe va être parti, ou si Joe, Joe, je parle de Marc-André, quand Marc-André va être parti, quand on a à rétablir un champion, ben le premier personne que tu veux dans ce combat pour le titre là, s'il a battu Mariusz, c'est Strania, et si Mariusz a battu Strania, ben c'est Mariusz qui fait dans ce combat là. Donc je pense que c'est le combat qui pourrait établir le premier des 2 contenders qui vont littéralement logiquement se battre pour le titre vacant des 185 livres TKO bientôt. Donc Strania contre Mariusz. Avant ça, c'était le bout de la soirée que j'ai pas aimé, mais pas du tout. Puis tu sais, je veux pas enlever rien à Johnny Baldridge. Johnny Baldridge a été exceptionnel, combattant très explosif, qui est excessivement dangereux dans les premiers instants du combat, visiblement. Puis écoute, c'est juste que j'adore Fred Dupras, ça ne te cachera pas, c'est un gars que j'ai interviewé souvent pour mon podcast, on a mangé des bugs ensemble, c'est quelqu'un avec qui j'ai clairement des affinités, et je m'entends bien, puis je l'aime, puis ça me dérange pas de voir des gars que j'aime perdre, tu sais, Joe Valley, qui est lui-même un de mes premiers amis dans cette game-là, tu sais, ça m'a pas dérangé de le voir perdre, surtout dans les circonstances, ça a été un bon combat compétitif, mais de voir Fred se faire passer un violent KO comme ça, puis de passer un bon 1 minute et demie à 2 minutes au sol, moi je commençais à avoir peur à la fin, Ken Wong à côté de moi qui décrivait la carte, avait pas l'air d'avoir full de plaisir non plus. Quand Patrick Leno est passé à côté de moi pour annoncer la décision, où il nous a mentionné que c'était probablement un des KO les plus violents qu'il avait vu, puis lui et tout, il avait semblé avoir un regard inquiet. Fait que c'est comme le moment qui a mis un petit petite pause sur le fun, là, brièvement, mais quand Frédéric s'est relevé puis il a réussi à se diriger vers l'arrière, là, j'étais un peu plus soulagé. Je voulais juste pas qu'il arrive rien de grave à notre boy Dupras, mais écoute, Johnny Baldridge, performance absolument incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu es arrivé, il a knocké le top prospect dans TKO, le petit phénomène, le gars qu'on disait, hey, y a quelqu'un qui va le battre, pis tout, mais Johnny Baldridge l'a fait. Johnny Baldridge s'est établi comme une force dans cette division-là, un gars qui va être à surveiller. Et puis, moi, c'est pas compliqué. Ce que je veux, c'est qu'il affronte le gagnant de Louis Jourdain contre Sébastien Ruiz. Je pense que c'est un excellent combat, un cognard contre des strikers du calibre à Ruiz, calibre à Louis Jourdain. Ça pourrait être génial, puis c'est ça que je veux. Dans le cas de Fred Dupras, lui, ben, tu sais, j'ai quasiment pas envie de donner un nom tout de suite parce qu'il ne pourra pas s'entraîner pour 2 mois. Là. Il y a une très longue suspension médicale. Donc, lui, c'est pas avant fin 2018, voire début 2019 qu'on va le revoir dans la cage. Donc, n'importe quel adversaire que je pourrais donner là va nécessairement probablement se battre avant d'affronter Dupras, mais Matteo Vogel, c'est le combat que je dis à toutes les fois, c'est le combat que j'aimerais voir, 2 artisans du jiu absolument génial, puis j'aimerais ça voir rouler Fred contre un gars que je pense qu'il peut donner de la misère à Fred au sol. Donc Vogel contre Dupras, ou Dupras va peut-être juste le soumettre au premier round aussi, on le sait jamais que ce petit-là, mais bref, j'aimerais ça voir ça, c'est le combat que j'ai envie de voir depuis longtemps, puis c'est ça que je suggère ici. Ensuite, Ergis Sigeta contre Davis Dos Santos. J'ai été excessivement impressionné par Ergis Sigeta. Écoute, il s'établit immédiatement comme un des meilleurs 170 livres au pays, un des meilleurs 170 livres, un des top 3-4 dans TKO, là, si c'est pas plus haut que ça. Lui, il a juste une manière d'y aller, 21 ans, il pousse un pace de fou, il va de l'avant, laine des mains sur toi, lutte excessivement bien et super bien coaché par David Grant et puis Paulie Jalbert dans son coin. C'est du jiu-jitsu assez incroyable ça, puis
Ouais, wow, man, quelle performance. Il a out-Russell Davis dos Santos. Il a montré qu'il était plus jeune puis qu'il avait une meilleure gas tank puis il poussait un meilleur pace. Et puis Davis, il a eu des bons moments, a réussi à bien se défendre. C'est un autre qui était pas nécessairement déçu de sa performance, donc c'est bien battu. Puis on s'entend que des fois, c'est ça, un homme de 38 ans dans une cage contre un jeune homme de 21 ans qui est tout nouveau dans le sport, qui a beaucoup de fougue, qui est là puis qui est prêt puis qui a tout son avenir devant lui. Ben, c'est sûr que des fois le combattant le plus vieux va avoir une petite baisse de régime avant le combattant le plus jeune. Puis c'est ça qui est arrivé ici. Sigeta est absolument génial. Et puis, tant qu'à être un des meilleurs 170 livres dans TKO, ben j'aimerais le voir contre Menad Abella. Je le sais que Menad a parlé d'aller à 155 livres. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça se concrétise, mais moi, je l'aime à 170. Puis j'aimerais le voir affronter Ergis. Ça serait un combat parfait pour la carte en Ontario. Ergis étant quelqu'un de Toronto. Donc, let's do this, man. Let's do this. Dans le cas de Davis dos Santos, ben, on en a parlé tout à l'heure, je vais le voir contre Moncayo. Ah là, maintenant, la partie préliminaire de la carte, c'est là que ça a été plus difficile. C'est à partir du combat à Sigeta jusqu'en haut, ça a été que du bonbon. Peut-être à part le combat de Duprat que. Si on connaissait pas Duprat, ça aurait été ce bonbon, là, le knockout était exceptionnel, c'est juste qu'on connaît Duprat, fait que ça nous a fait un peu mal au cœur de voir ça, mais bon, l'action dans la cage a été géniale pareil. Donc à partir de Sigeta contre Davis jusqu'en haut, que du bonbon. Avant ça, ça a été laborieux sur quelques aspects, dont le combat entre Tariq Ismail et Manny Alfaro. Les deux se sont regardés pendant 15 minutes. Manny Alfaro était clairement inquiet par le striking de Tariq, qui est réputé comme étant un strike absolument génial. Puis oui, je comprends Manny Alfaro d'avoir été inquiété par ça. Je comprends Manny Alfaro d'avoir été le combattant hésitant là-dedans. Ce que je comprends pas, c'est que Tariq a pas ouvert la machine contre un gars hésitant comme ça qui avait peur de lancer contre lui. Tariq est un gars super stratégique. Puis c'est à tort des fois. Ça fait de lui une machine à décision. Un gars qui nous donne pas les combats les plus intéressants. Même si on voit que son niveau de striking est exceptionnel. C'est un gars qui a tellement de potentiel. Et capable de lutter. Mais écoutez, je vous niaise même pas en vous disant qu'ils ont passé facilement 1 minute et demie à 2 minutes du 3e round avec Manny Alfaro assis contre la cage, Tariq en full mount, mais vu que l'autre est assis contre la cage, il est comme debout en petit bonhomme à le retenir là sans même lancer de coups, à juste essayer de le contrôler là, puis Manny qui essaye de trouver une façon de se relever sans trop vraiment se relever, puis ils ont dû passer, je vous dis, facilement 1 minute et demie à 2 minutes du 3e round là, donc combat à oublier. Tariq qui vient call out Jesse Arnett en plus après ce combat-là. Écoute, c'est que je peux même pas dire que je veux pas voir ça, parce que je pense que Jesse Arnett à ce stade-là montrait à Tariq Ismail que c'est pas en état hésitant de même que tu vas gagner des combats au plus haut niveau, puis ça pourrait être une très belle leçon pour Tariq, mais non, écoutez, je veux pas voir ça. Tariq continue sur les médias sociaux cependant à essayer de se trouver un adversaire, puis il est allé d'un call-out contre Dimitri Wardenberg, et puis ça c'est un combat qui m'intéresse aussi, parce que la même raison que contre Jesse Arnett. Je pense que Dimitri montrerait à Tariq Ismail que c'est pas en étant hésitant comme ça que tu vas gagner des combats au plus haut niveau du sport. C'est vrai que Tariq va peut-être avoir un avantage de grosseur un peu sur Dimitri, mais Dimitri va arriver à distance puis va lui chopper ses jambes jusqu'à temps qu'il n'ait plus de jambes si Tariq ne fait rien en défense. Donc, combat qui serait bon pour en Ontario aussi au mois d'octobre. Donc Ismail contre Wardenberg, je suis down. Dans le cas de Manny Alfaro, on va lui donner une deuxième chance de se prouver. Soit Terry Lemaire ou Maxime Soucy, un ou l'autre, ça pourrait être des combats très intéressants. Puis pour la date, je pense pas qu'il y ait vraiment de blessures sortant de ce combat-là. Donc ça peut être à Québec en septembre s'il veut affronter Beto Soucy. S'il veut affronter Lemaire, ça serait peut-être mieux de mettre ça en Ontario. Un ou l'autre, ça me dérange pas vraiment. Avant ça, Yohan Lanès et Yann Jacolin, ça a été pas laborieux. C'était laborieux pour Lanès qui a dû rentrer 2 fois, mais j'ai eu la chance de parler avec lui, puis il m'a dit que ça l'a pas vraiment affecté, donc tant mieux, pour vrai, tant mieux, parce que moi, ça m'aurait pas mal joué dans la tête. C'est sûr que maintenant qu'il a gagné ce premier combat-là, de façon assez dominante, il a tapoché Yann Jacolin, il a landé des gros coups debout, il a amené ça au sol, il l'a brutalisé au sol, au moment où c'est Jacolin qui a initié le combat au sol. Lanès s'est très bien défendu, ne s'est jamais laissé prendre dans des positions dominantes, a accepté aucune position. C'est vraiment très, très bien battu. Lui-même se dit pas 100% satisfait de sa première performance pro,
Pour un combat pro, moi personnellement, j'ai rien à dire sur ce que Yoann Lennes a fait. C'était très beau. Je pense qu'on peut pas vraiment demander mieux. C'est sûr qu'il y a eu des performances plus éclatantes dans des premiers combats. C'est sûr que quand tu rêves toute ta jeunesse à ton premier combat pro, tu rêves de finir ça, t'sais, par KO en 30 secondes avec un spinning heel kick ou un gros overrun. Puis le gars, il dort pendant 5 minutes à terre, mais majorité du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis de la manière que ça s'est passé pour Yoann Lennes, c'est sûr que c'est pas un clean finish, mais si vous auriez vu les yeux à Yann Jacquelin dans son coin, vous auriez compris que il était pas mal out of it après le premier round. Donc arrêt du docteur, c'est ce qui est arrivé à la fin du premier round. On a dû attendre pour des ambulances. C'est arrivé 2 fois dans la soirée. C'était arrivé avant. De là pourquoi Lennes a dû retourner en arrière. Il a fait son entrée et puis un membre de la régie a dit non, écoute, on n'a pas 2 ambulances, on peut pas, là, c'est pas légal, là, ça se peut pas. Fait que tu retournes en arrière, on va te caller dans 15 minutes quand ça va être le temps. Puis là, on a attendu une ambulance. Chose qu'on a refaite après le combat quand Yann Jacquelin a été transporté à l'hôpital par ambulance. Donc, qu'est-ce qui a fait attendre une ambulance la première fois? Non, je vais y aller avec mon matchmaking avant, là, faut pas que je manque des étapes. Jacquelin contre Sean Mead, les deux sont 0-1, faites ça. Et puis, Lennes, moi, j'aimerais le voir contre Danny Mallette, mais j'ai semblé entendre que Danny Mallette avait déjà d'autres noms sur la table. Donc, si c'est pas pour ça, il pourrait très bien être celui qui réaccueille Yukinori Akazawa dans la cage. Ça fait longtemps qu'il s'est pas battu. C'est un gars qui est 1-4, mais après toutes les années, probablement un tout autre combattant, donc on peut quasiment le considérer comme un 0-0 avec beaucoup d'expérience. Donc je pense que Lennes pourrait réaccueillir Akazawa probablement dans la cage. Donc ça serait Mallette ou Akazawa. C'est sûr que Mallette ça serait fou, mais comme je vous dis, je pense que Mallette a déjà d'autres noms sur la table. Ensuite, allons-y maintenant avec l'autre combat qui nous a fait attendre une ambulance. Bakary Sako contre Walter Howard Jr. Écoutez, Bakary était excellent au premier round. Excellent. Puis, je sais pas ce qui est arrivé. Pour vrai, je ne sais pas ce qui est arrivé dans le round. C'est probablement une des raisons pourquoi j'ai le plus hâte d'être en mesure de réécouter cette carte-là. Avec le fait que je vais pouvoir réécouter la performance de Morgan, la performance de Dufort, puis les combats Généreux Jourdain et puis Mancini Gordon qui ont été absolument incroyables. Le combat de Joe Valley contre Marius, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais excellent combat. Là. Vraiment un très très bon combat de MMA que je vais sans aucun doute réécouter aussi à plusieurs reprises. Donc, j'ai hâte de voir ce qui est arrivé avec Bakary parce que dominé Walter Howard, il l'a fendu dans la face, il a facilement gagné le premier round. Et puis là, un moment donné, entre le premier round et le deuxième round, je regarde pas trop, je lâche un petit regard à Canoang à côté de moi qui était à la description, je me retourne, j'ose avec Barrio qui est assis juste en arrière de moi. Puis là, un moment donné, je me retourne, puis mon Bakary est à terre, puis il se tient une côte, puis là, il semble pas vouloir retourner se battre, puis il parle fort avec ses entraîneurs, mais je comprends pas trop ce qu'il se dit, puis là, on est là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, l'arbitre met un fin au combat parce que, tu sais, il a pas répondu à la cloche, une minute quelques entre les rounds, une minute, puis il a pas répondu à la cloche quand c'était à se lever d'aller se battre, il est pas allé. Donc, c'est Walter Howard qui a gagné par TKO après le premier round, et puis j'ai jasé avec des gens dans la foule, lui demander crime, tu sais, mes amis qui étaient venus écouter le combat à Dufort, les gens un peu du H2O avec qui j'avais un autre ami qui était là, puis une couple de personnes, j'ai demandé qu'est-ce qui est arrivé, puis ils ont dit il a tombé en bas de son banc, je pense qu'il s'est fait mal à la côte en tombant en bas de son banc, mais ça c'est pas une version officielle du tout des choses qui sont arrivées, je pourrais absolument pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis le monsieur Sparky est en train de péter une crise en haut, mais j'irai même pas voir ce qu'il fait parce que c'est déjà 42 minutes que je suis dans cette vidéo-là. Bref, tout ça pour dire que je sais pas ce qui est arrivé avec l'ami Bakary, j'ai hâte de le voir. Ben, il a pas répondu à la cloche, c'est une blessure qui s'est faite. Je sais pas si c'est fait ça pendant le combat, je sais pas si c'est une blessure d'avant, je sais pas ce qui est arrivé, je le sais pas, j'ai hâte de le revoir, j'ai hâte de demander ce qui est arrivé quand je vais le croiser, je le sais juste pas, puis ça m'intrigue. Puis écoutez, comme je l'ai dit tantôt, si Bakary est correct, si Bakary veut se rebattre, mettez-le contre Bobby, c'est le combat qui est le parfait pour la situation en ce moment, mais après ça, permettez-moi d'avoir mes doutes de si on va revoir Bakary Sako parce que désolé, mais écoutez, je sais juste pas ce qui est arrivé après un round dominant comme ça pour qu'il se relève pas. Il avait pas l'air d'avoir de blessure apparente quand il est retourné dans son coin. Est-ce qu'il s'est blessé dans son coin? C'est ça la question. Sinon, je sais pas ce qui est arrivé. J'aimerais savoir de plus amples explications. Enfin ça, premier combat de la soirée, et puis tu sais j'ai dit c'est une carte un peu en deux temps, les prelims ça a été plus laborieux, oui, sauf ce combat-là est absolument génial, Alex O'Neill contre Nicolas Penno. Écoutez, le bottom line de ce combat-là selon moi c'est qu'Alex O'Neill est rentré dans la cage à genre 185-186 livres, Nicolas Penno devait peser, écoute,
Nicolas Penneau est pas mal plus petit que moi, donc devait peser 170, gros max, le gros max peut-être 171, 12, je sais pas trop, mais il y avait une très grosse différence de poids dans ce combat-là. Et puis, tu sais, O'Neal s'en est servi pour wear down notre ami Nicolas Penneau qui a connu de bons moments, mais qui, malheureusement, a manqué un peu de gaz dans ce combat-là. Puis ça a fait que Alex O'Neal a réussi à gagner 2 des 3 rounds. Je ne sais pas d'où c'est qu'ils ont sorti une décision partagée là-dedans. D'après moi, c'était assez clair. J'ai même donné un 18 à O'Neal dans un des rounds. Au premier round, en fait, je trouve qu'il l'a pas mal brassé. C'est là qu'il a réussi à descendre le niveau d'énergie. Puis à vraiment faire de ce combat-là son combat. Nicolas Penneau, cependant, a plus pour sa combativité. On voyait qu'il n'était pas à ses niveaux d'énergie habituels, mais il continuait de se battre, continuait d'essayer de se relever, de lander des takedowns. Il a touché avec des grosses mains debout. Il a réussi à voler un round dans ce combat-là au moment où il n'y avait plus d'énergie, où il était gassed out. Donc juste ça, ça vous montre quel genre d'esprit de combattant ce gars-là a. En plus du fait qu'il s'est fait ouvrir avec un des coups de coude les plus sanglants que j'ai vu. Ça a été un coup de coude très rapproché, puis on l'a vu tout de suite, ça l'a fendu, il y avait du sang à grandeur de la place, puis il y a beaucoup du combat qui s'est passé contre la cage, près d'où j'étais, et puis écoutez, je me suis fait saigner ses pantalons, j'avais du sang à Nicolas sur mes pants, sur mes feuilles où je prenais des notes, Canoang en avait sur son cellulaire, ses ordis d'à côté, il y en avait un peu partout, donc Nicolas nous a offert un sacrifice de sang aux journalistes pour ce combat-là, donc on le remercie pour ça, c'est un excellent combat, puis j'ai hâte de voir la suite des choses pour les deux, pour voir Alex O'Neal commence de plus en plus à se développer, un bon petit combattant, pas quelqu'un qui va là puis qui finit des combats, qui fait ça de façon explosive, mais on s'entend que j'aime mieux voir un prospect gagner 3 décisions, avoir du cage time, puis acquérir son expérience en se battant qu'un gars, ben, tu sais, qui fait genre un paquet d'early finish, qui se retrouve 5-6-0, mais qui s'est battu pendant 8 minutes en tout. Tu sais, Alex O'Neal a du cage time, profite de son cage time pendant le temps qu'il est jeune, puis je suis pas mal convaincu que ce qu'il a en ce moment va se développer dans une très belle petite game, dans un futur assez rapproché. Là, à 3-0, le gars commence à être là. Donc, pour ce qui est de la suite des choses pour lui, j'étais un peu hésitant. Ça dépend de ce que TKO va vouloir. Si tu dis ouais 3-0, c'est un de nos meilleurs lightweight, il est prêt pour un step-up, ben win or lose, je le ferai affronter Jérémy Caponi après son combat contre Cérez. Donc peut-être au mois d'octobre si Capo est correct puis s'il n'y a aucune blessure. Sinon, peut-être plus tard en novembre ou en décembre. Sinon, je lui donnerais Macia Fonda. Si on dit, non, on voit O'Neal 3-0, oui, il est bon, il a une bonne fiche, mais il est encore en développement, il a encore besoin de cage time. Je lui donnerais Macia Fonda, qui n'est qu'un 0, mais qui est tout un 1-0, qui a complètement dominé Joey Patrick, qui semble très explosif, contrairement à un O'Neal qui est peut-être un peu plus stratégique, qui est peut-être un gars qui va aller gagner son combat par point, comparément à Fonda, qui a l'air de vouloir t'arracher la tête au moment après où le combat commence, qui mange son mouthpiece et tout, tellement qu'il a envie de t'arracher la tête. Donc, Fonda ou Capo, tout dépendamment de comment TKO voit Alex O'Neal, s'ils sont prêts à le faire step up ou s'ils veulent le continuer dans des combats avec des gars d'expérience similaire, des gars en développement comme lui. Je suis down avec les deux options personnellement. Pour ce qui en est de Nicolas Penneau, peut-être un nouveau venu qu'on connaît pas encore, ou peut-être Joey Patry, ou peut-être Hugo Beauchemin, je le sais pas. Je sais qu'il y a une grosse coupure, je sais pas dans combien de temps ça va être rétabli. Ça, c'est ça qui va gosser lui pour son prochain combat, parce que en dehors de cette grosse coupure-là, je pense pas que Nicolas Penneau a reçu beaucoup de dommages. Je pense pas qu'il y ait de grosses blessures. Donc, pourrait quasiment se battre à Québec. Mais je pense pas que ça va être le cas à cause de la coupure qui a nécessité des stitches, des points de suture. Voilà. Je parlais tellement mon français par bout, c'est dégueulasse. Mais bref, ça a nécessité des points de suture. Ça va être quelque chose qui va être là pendant un bout. Ça va gosser à l'entraînement. Puis je sais pas si ça va être rétabli pour septembre. Je penserais pas. Mais si pour se battre en septembre, Joey Patry. Sinon, on a Hugo Beauchemin qui a juste un combat avec TKO qui est sous contrat encore selon le site internet. Et puis, qu'on n'a pas revu encore. Donc, Penneau contre Patry ou Penneau contre Beauchemin. C'est ça que je voudrais voir dans leur cas. Et puis, ça va conclure mon recap officiel du TKO Fight Night 1 qu'on a vu le 2 août dernier, le jeudi août dernier à la TAU, une carte absolument exceptionnelle en général. On a eu tellement de plaisir à être là, vous avez hâte de voir ça live, les gens qui ne l'ont pas vu, de voir ça rediffusé, c'est-à-dire à la télévision, sur Fight Network, sur RDS, sur UFC Fight Pass et tout. Je vais vous tenir au courant sur le quand ça va arriver, ces choses-là, quand ça va être mis en ligne. Et puis, ben écoutez, merci de m'avoir écouté, merci
merci à ceux qui ont réussi à toffer jusqu'à la fin. Je sais que c'est peut-être un peu un long rambling de ma part, mais c'est une carte tellement géniale que je pense qu'on devait au moins prendre le temps de parler de chacun des combats. Chacun des combattants méritait d'avoir quelque chose dit sur son nom. Donc voilà, c'est fait. Et puis, je vous remercie d'avoir été là. Laissez-moi un like sur la vidéo si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos opinions, de vos match-ups de rêve après cette carte-là, de n'importe quelle affaire que vous avez envie de me dire. Laissez ça dans les commentaires, je suis ouvert à tout, puis j'ai envie de jaser avec vous. Partagez le vidéo si vous êtes Facebook, partagez avec vos amis, n'ayez pas peur. C'est plus qu'on est de fous, plus qu'on rit. Et si vous êtes sur YouTube, ben faites les mêmes choses, likez, partagez à vos amis. Abonnez-vous à Québec MMA pour plus de contenu. Et puis si vous êtes Facebook, ben likez MMA Talk parce que c'est là que ça se passe. Puis on se voit une prochaine fois parce que le téléphone sonne, mon chien jappe, ça n'a pas d'allure. Bye.